Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Géographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène, d'une philosophie, celle de la sapologie. C'est Jeanne qui va vous expliquer les origines et les particularités de ce mouvement. Salut Jeanne. Alors pour commencer, ça veut dire quoi la sape ? Salut Sacha. Donc la SAP, c'est le sigle qui désigne la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est un mouvement culturel qui est originaire des deux Congos, à la fois le Congo-Brazzaville et la RDC. Ses adeptes sont appelés les sapeurs et s'habillent chez les grands couturiers. Donc on sait que l'industrie de la mode aime bien s'inspirer des sous-cultures. Donc on a pu apercevoir des sapeurs par exemple au défilé de Paul Smith en 2010 qui s'étaient vraiment inspirés de leur look. Donc ici on va voir plus particulièrement l'histoire du mouvement, sa naissance, ses principales caractéristiques et puis son évolution. Et quelles sont les origines et les inspirations de ce mouvement ? Les sapeurs ont vraiment à cœur de s'inscrire dans une histoire et ils revendiquent leur filiation à plusieurs mouvements. Donc souvent c'est le dandysme qui revient au premier plan et qui est souvent repris par les médias aussi. Mais en fait il y a quand même une différence radicale, c'est que les dandys dilapident la fortune familiale alors que les sapeurs n'ont pas du tout cette fortune-là. Et c'est aussi un récit qui a été construit pour se faire entendre en fait, de la société française et pour montrer qu'ils ont un héritage, quoi. Et en fait, ces pratiques vestimentaires naissent surtout pendant la période coloniale. Donc, il y en a beaucoup qui se revendiquent aussi de Matsoua. Donc, Matsoua, c'était un Congolais qui a rejoint les tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Et quand il retourne de la guerre et qu'il retourne au Congo à sa condition de colonisé, il est vraiment dégoûté de ce manque de reconnaissance. Et donc, il continue de porter son uniforme qui lui conférait un statut politique, en fait, pour montrer aussi son mécontentement. Et il va fonder aussi un mouvement anticolonial dans les années 1920-1930. Et donc, en fait, au Congo, dans la colonie, les Congolais commencent à reprendre des habits qui viennent d'Europe, donc dans des fripes, tout ça. Et bien, parfois aussi des uniformes militaires, carrément. Et ils vont transgresser en fait les codes vestimentaires en superposant un peu les vêtements, en les remaniant à leur manière, on va dire. Et au départ, ils sont tournés en ridicule par les Européens qui disent c'est n'importe quoi, ils s'habillent n'importe comment. Et puis au cours du temps, il va y avoir plus d'inquiétude. Ils vont se dire ah oui, ils s'habillent comme nous, pourquoi ? Et en fait, le fait de s'habiller aussi de manière élégante, ça implique un peu un renversement social. Donc c'est le serviteur qui s'habille comme son maître. Et il y a aussi un renversement sur le plan politique, c'est que donc à cette époque, le noir est censé être un corps au travail en fait. Et là, le fait de s'habiller bien, c'est pas un habit de travail. Et donc ça signifie qu'ils sont pas disposés au travail manuel et au travail d'esclave, quoi. Et donc ils s'habillent en opposition avec cet imaginaire colonial. Et puis plus tard, quand il va y avoir les vagues de migration, ça va être en opposition avec celui de l'immigré. Donc la SAP se serait popularisée dans les années 1960 surtout, à Brazzaville et à Kinshasa. Et puis ensuite dans la diaspora congolaise, en France et en Belgique, parce qu'il y a eu une vague d'immigration congolaise dans les années 1960-70. Et voilà, les premiers immigrés arrivant à Paris vont réinvestir la SAP en migration. Et au départ, il y a l'idée que le migrant doit se faire discret et travailler, en fait, et le sapeur va faire tout l'inverse. Donc voilà, il faut bien avoir en tête qu'il y a ce double héritage, à la fois de la colonisation et de la migration. Donc la sape est caractérisée par une façon particulière de s'habiller. Quels éléments caractérisent un sapeur ? Alors au niveau de l'apparence physique, l'idée principale, en fait, c'est de renvoyer à l'imaginaire du bourgeois installé. Et l'idée, c'est de prendre l'apparence du patron, en fait. Donc souvent, c'est le fait d'entretenir un ventre ou de cultiver une calvitie, ce genre de choses. Et puis pour les vêtements, pour les chaussures, par exemple, c'est beaucoup des chaussures françaises, donc notamment la marque Weston. Et puis ensuite, pour les costumes et les ensembles, c'est toutes les marques de luxe, en fait, Yves Saint Laurent, Versace, Balenciaga, Daniel Echter, des marques japonaises aussi, comme Des Garçons, Yamamoto. Et ce qui est marrant aussi, c'est que Daniel Echter et Weston, par exemple, ont même embauché des sapeurs pour s'occuper de cette clientèle qui est assez particulière. Parce que quand ils vont acheter des vêtements, ils viennent en groupe, puis ils restent 3-4 heures dans le magasin pour parler, commenter les produits, les coutures. Parce que c'est des très grands connaisseurs en fait, de toute la fabrication.
et ils connaissent vraiment toutes les grandes marques. Et aussi quand ils achètent des costumes, ils achètent l'ensemble, quoi, un truc complet. Tu disais au début que la SAP s'oppose au dandysme, car les sapeurs n'ont pas de fortune familiale. Mais du coup, comment font-ils pour se procurer ces vêtements de luxe ? Alors à côté de la SAP, il y a en fait toute une économie de la débrouille. Parce qu'en effet, très peu de sapeurs sont au-dessus du SMIC. Donc quand ils sont arrivés d'abord à Paris, ils logeaient pour la plupart dans la maison des étudiants du Congo, la MEC, qui offrait des loyers très faibles. Et puis sinon, ils s'entassaient dans des studios ou dans des chambres de bonne. Donc ils avaient aussi des techniques, par exemple, ils pratiquaient ce qu'ils appelaient le Raymond Barre. Donc Raymond Barre, c'était le premier ministre sous Giscard, et il pratiquait une politique d'austérité. Et du coup, le Raymond Barre, c'était le fait de bloquer les compteurs électriques avec un trombone, donc pour pas payer l'électricité. Sinon, parfois, ils aiment bien laisser entendre qu'ils volent, mais en fait, pas trop. Ou alors, quand ils volent, c'est pour revendre et puis acheter leurs habits avec l'argent des reventes. Parce que c'est très important d'aller acheter dans le magasin, en fait, et de poser l'argent sur le comptoir et puis d'avoir les étiquettes, les factures. Sinon, ils font aussi beaucoup d'échanges de vêtements pour se renouveler constamment. Et puis aujourd'hui, la plupart vivent en banlieue, en fait. Donc, ils ont des loyers modestes, ils font pas d'investissement. Et donc, en fait, ils ont cet argent, mais en fait, le budget d'un pauvre tel qu'on l'imagine est complètement renversé parce qu'ils n'utilisent pas l'argent pour les mêmes choses. Et donc, c'est aussi extrêmement mal reçu par les ouvriers ou d'autres pauvres ou d'autres immigrés qui ne comprennent pas du tout ce mode de vie, en fait. Au-delà d'une simple façon de s'habiller, la SAP a vraiment une dimension sociale et politique. Tu peux nous en dire plus ? Donc, les faits recherchés pendant la colonisation, c'était vraiment le refus de l'asservissement et du travail manuel. Et puis en immigration, c'est le refus du statut d'immigré classique et de ce que la société attend de l'immigré, en fait. Donc dans les années 60, c'était plutôt la discrétion et aujourd'hui, c'est plutôt l'intégration qui est prônée. Et les sapeurs vont complètement à l'encontre de ça. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que la SAP choque d'abord les Congolais et que en fait, l'immigration, ça sert à quoi ? Ça sert principalement quand même à envoyer de l'argent à la famille qui restait au Congo. Et donc en achetant des vêtements à 2000 €, on refuse complètement ce modèle économique de l'immigration et on refuse aussi de se construire une vie future, par exemple en faisant construire une maison au pays ou avec ce genre de choses. Et donc c'est des dépenses qui semblent complètement absurdes à la fois à la société par la société d'accueil mais aussi à celle d'origine en fait. Et puis sinon les faits recherchés aussi c'est la quête de visibilité maximum. Et le but des sapeurs, c'est aussi d'investir l'espace public. Donc ça se fait aussi parfois à travers des danses, des défilés sur de la rumba congolaise dans la rue. Donc en plus, c'est la musique des indépendances. Et puis parfois, on paye des chanteurs qui vont lister les marques de vêtements portés en chantant. Et en fait, Internet a aussi redonné beaucoup de vigueur au mouvement à travers la diffusion de vidéos et a beaucoup renforcé le lien en fait, entre Paris et le Congo, ou entre Kinshasa et Bruxelles, par exemple. Et du coup, la SAP a-t-elle sa géographie ? J'imagine que certains lieux ont une signification particulière dans la sapologie. Alors, il y a toute une géographie de la SAP qui existe. Donc, à Brazzaville, c'est principalement dans le quartier Bas-Congo. Et à Paris, la communauté congolaise est surtout vers Château-Rouge et la rue de Panama, dans le 18e. Et sinon, ils investissent beaucoup les cafés des grands boulevards et puis la rue, beaucoup. Et en fait, il y a tout un jeu de miroir entre Paris et Brazzaville. Donc la grande majorité des sapeurs de Paris viennent de Brazzaville et puis ceux de Bruxelles viennent de Kinshasa. Et donc il y a des échos au grand café parisien à Brazzaville ou alors dans certaines soirées sélectes, le ticket d'entrée, ça peut être un ticket de métro. Et en fait, pour être reconnu sapeur, il faut vraiment avoir cette double identité, être déjà allé à Paris et puis venir de Brazza ou de Kinshasa. Les sapeurs et la sapologie en général mobilisent des expressions bien à eux. Quel est le rôle de la langue ici ? Oui, la langue est vraiment très importante chez les sapeurs. Donc en fait, comme beaucoup de sous-cultures, ils cherchent à exister dans la rue, donc par une visibilité, et aussi par un langage particulier. Donc ils investissent en même temps le vêtement et la langue. Et donc ils ont tout un tas d'expressions bien à eux qui sont d'ailleurs regroupées dans un dictionnaire de la SAP.
Et je vais citer quelques exemples. Donc par exemple, la dette coloniale, ça signifie l'escroquerie sur les chèques. Aller à la mine, ça signifie échanger des vêtements. Aller à la chaîne, c'est faire le tour des chaînes place de la République en faisant le beau. Donc il y a tout un jeu avec l'imaginaire de l'esclavage, aussi avec l'imaginaire du travail ouvrier. Et puis tous les sapeurs ont un surnom, donc souvent c'est des petites provocations. Donc il y en a un qui s'appelle chômeur de luxe par exemple, pour vraiment montrer le statut qu'ils se donnent. Et puis ils emploient tout un vocabulaire assez soutenu pour montrer qu'ils sont cultivés en fait, et qui est mélangé aussi avec des mots en lingala. Et puis finalement, rien que le mot qu'ils ont choisi pour se désigner, donc se saper, c'est hyper intéressant parce que ça signifie à la fois en argot parisien s'habiller avec élégance, s'habiller bien, et saper les choses, ça veut aussi dire détruire les choses à la base. Et donc on peut comprendre ça comme une réponse complexe au poids de l'histoire et aussi au poids qui pèse aujourd'hui sur l'immigré. Merci Jeanne pour cet épisode. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. On se retrouve la semaine prochaine avec Samuel qui nous parlera des sociétés matrilinéaires des archipels des Bissago en Guinée-Bissau. D'ici là, bonne semaine à tous. Aluma ye ni miriya de wallahi de ni kaminanko